J'ai un certain nombre de conflits d'intérêts à déclarer. J'ai donné des conférences pour le LFB et Grifols qui produisent de l'albumine et pour Fresenius Kabi. J'ai eu un grant pour réaliser une étude avec l'albumine pour regarder en quoi l'albumine pouvait restaurer la réactivité endothéliale, un papier qui a été publié dans Intensive Care Medicine. Puis on fait actuellement une étude médico-économique avec l'albumine. Ce que je vous propose comme grille de lecture de ces questions autour des risques du remplissage vasculaire, c'est le mésusage, le surusage ou le sous-usage. Et je pense que ces trois questions, ou ces trois façons d'aborder la question a un sens. Premièrement, le mésusage, on pourrait le résumer en trop tard, trop de chlore, trop de colloïdes, pas de prise en compte de l'insuffisance rénale. On ne pourra pas rentrer dans l'ensemble du détail, mais je crois que c'est important de considérer ces éléments. Sur le trop de chlore, je partage exactement ce que vous a dit Frédéric Schorgen dans le premier topo, donc j'irai assez vite. Trop de colloïdes, par contre, on ne va pas être tout à fait d'accord. Et puis, pas de prise en compte de l'insuffisance rénale, ça c'est sûr que c'est important. Et trop tard, c'est sûr que c'est également important. Je pense que ça pose le problème de l'organisation, de la détection précoce et du remplissage qui est parfois trop tardif. Donc ça, je vous propose de le passer. Je confirme que les études anciennes, plutôt rétrospectives, montraient une toxicité des solutions riches en chlore, alors que les études plus récentes, randomisées, nous montraient en gros, ne confirmaient pas la toxicité du chlore, donc que ce soit sur la fonction rénale ou que ce soit sur la mortalité. Et même quand on faisait dans certaines de ces études des analyses en sous-groupe en disant oui, mais les malades les plus graves, oui, mais les malades septiques, en fait, on ne retrouve pas de différence en faveur des solutions dites balancées, c'est-à-dire avec des solutions qui apportent moins de chlore. Quand on regarde dans certaines études l'évolution sur plusieurs jours de la créatinine plasmatique, vous voyez qu'entre les solutions balancées et les solutions dites saline, c'est pareil. Il y a un point également que je partage avec vous, c'est que dans les études les plus récentes, les volumes administrés, là effectivement c'est le papier du New England, vous voyez que les volumes administrés cumulés sur les premiers jours sont des volumes finalement faibles, hein, on est autour de 2 litres, donc on ne parle pas du tout des volumes qui étaient administrés, par exemple dans le papier d'Emmanuel Rivers, où les malades recevaient 12 litres de remplissage dans les premières heures. Quand on regarde les valeurs absolues, il faut toujours se méfier des ordonnées qui sont coupées. Vous voyez que les différences sur la chlorémie ou sur les bicarbonates plasmatiques sont extrêmement faibles et que même quand on administre une solution dite saline, eh bien, après quelques jours, il n'y a vraiment aucune différence entre le groupe qui a reçu des solutions pauvres en chlore et les solutions salines. Et quand on regarde les critères de jugement, je reprends les données de Frédéric, il n'y a aucune différence, sauf si on fait un score composite, mais moi je me méfie toujours des scores composites. Quand on regarde les composants du score composite, il n'y a pas de différence sur chacun des éléments. Sur les outcomes rénaux, c'est exactement pareil. Il y a plusieurs études qui sont en cours, donc on aura peut-être des éléments un peu contradictoires avec beaucoup de patients qui sont prévus, d'une étude en Australie et en Nouvelle-Zélande, une étude au Brésil et une étude au Canada. Donc peut-être que ce que je vous dis sera remis en question, mais ce que j'écrivais il y a quelques années sur une vue un peu balancée sur les solutions balancées, à mon avis, est toujours d'actualité. Je ne suis pas loin de penser qu'on fait balancer les solutions balancées à partir du moment où on administre des volumes faibles. Deuxième question, et ça fait écho à l'argumentaire de Frédéric, c'est est-ce qu'on utilise trop de colloïdes ou est-ce qu'il faut vraiment bannir les colloïdes? Donc c'est vrai que l'Agence européenne du médicament a banni les hydroxythiamidons en 2013 avec en gros 3 arguments. Il n'y a pas de supériorité par rapport aux solutions cristalloïdes, il y a une possible toxicité, il y a un surcoût certain. L'ensemble de ces 3 arguments conduisent à interdire l'utilisation de ces produits chez les patients septiques. Alors, il y a évidemment des critiques, je n'ai pas le temps de tout détailler, sur les études sur lesquelles sont fondées ces recommandations. Les indications étaient vraiment souvent discutables avec des malades qui n'avaient pas besoin d'être remplis. Dans certaines études, il n'y avait pas de protocole hémodynamique, il n'y avait pas de protocole d'épuration extra-rénale. Donc après, quand on utilise le critère épuration extra-rénale, quand on ne sait pas, quand on a déclenché, par exemple, est-ce que c'est de la surcharge qui a justifié d'épurer les malades pour faire l'ultrafiltration? Les délais d'administration
par rapport au début du sepsis, beaucoup de violations de protocole, et puis absence de transparence sur les résultats. Je vous cite quand même parce que ça m'a un peu choqué, quand le BMJ a demandé d'avoir accès aux bases de données des deux grandes études CHEST et SUCCESS, les deux auteurs ont refusé de donner leur base de données. Et donc, on a écrit à plusieurs un papier, bon, un peu controverse, hein, sur les problèmes méthodologiques de toutes ces études. Premièrement, beaucoup de ces études, les malades avant randomisation avaient reçu des amidons, donc évidemment, ils n'étaient pas free d'amidon avant. Deuxièmement, prenons l'exemple du protocole CHEST, donc le protocole de Lanzik. Entre l'admission en réanimation et la randomisation, il s'est passé 11 heures, ce qui va vraiment à l'encontre de tout ce qu'on préconise, c'est-à-dire que la première phase de prise en charge de la réanimation d'un patient septique, c'est de faire du remplissage vasculaire. S'il faut attendre 11 heures, évidemment, les choses se sont jouées avant. Il y a un vrai problème, et là je suis d'accord avec Frédéric, sur la définition. On mélange souvent les produits qu'on utilise, ne serait-ce que pour administrer les antibiotiques par exemple, et puis vraiment les produits qu'on utilise pour faire de la ressuscitation volémique. Ce n'est pas du tout la même chose. On a quand même des études avec des résultats contradictoires. L'étude Crystal du JAMA qui montre plutôt une surmortalité dans le groupe cristalloïde par rapport au groupe colloïde. Avec l'albumine, on sait que quand on administre de l'albumine hyperoncotique chez des patients qui sont fortement hypotendus, on peut éventuellement induire un problème de production d'urine primitive parce qu'au niveau du flocculus, la pression hydrostatique ne permet pas de contrebalancer la pression oncotique, mais ça n'a pas été tellement documenté chez les patients en choc septique. Et puis il y a le problème de l'utilisation potentielle de l'albumine. Alors on dit effectivement ça fuit dans l'espace interstitiel, mais dans l'étude Albios, dans le bras qui a reçu de l'albumine, l'albuminémie a monté. Ça veut dire qu'il y a quand même une grande partie de l'albumine qui a été administrée qui est restée en intravasculaire. La deuxième question, c'est trop de volume. Ça, je pense que c'est un point qui est important. Il y a plein de papiers qui documentent que ce n'est pas bon d'avoir une balance hydrique positive. Ici, vous avez une étude tirée de protocole sur la vasopressine. Vous avez en noir ce qui est rentré, vous avez en gris ce qui est sorti, vous avez en blanc la balance hydrique. Vous voyez que dans cette étude, l'étude vasopressine de James Russell, premier jour 4 litres, et puis c'est toujours positif les jours suivants, ce qui fait qu'en cumulé, en tout cas à l'époque, les malades avaient pris 10 litres de balance hydrique positive sur 4 jours. Et quand on regarde le quartile de balance hydrique positive et l'impact sur la survie, plus la balance hydrique était positive, quand on ajuste évidemment sur les facteurs de gravité, plus les malades décèdent. Il y a plusieurs explications aux effets délétères de cette balance hydrique positive. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, je vous renvoie à cette revue d'il y a quelques années. Il y a des impacts sur le système nerveux central, des impacts sur la respiration, mais je pense qu'Armand en parlera, des impacts sur le système cardiovasculaire, système intestinal, hépatobiliaire, rénal, avec quand même quelques cas d'hyperpression intrarénale, avec une élévation de la pression dans la capsule. Et puis des complications au niveau de la peau ou des anastomoses. Donc il y a un problème peut-être de surutilisation et en tout cas ça plaide pour être relativement économe sur les volumes administrés. Alors la sous-utilisation, est-ce qu'il y a vraiment des malades qu'on ne remplit pas assez ? Là, c'est un papier récent d'Intensive Care Medicine dont le premier auteur est Anders Perner, qui est celui qui a coordonné l'étude 6S. Donc, qui a une vision intéressante de remplissage vasculaire. Et il a repris donc les différentes études qui ont comparé, en gros, une stratégie plutôt restrictive versus une stratégie plutôt libérale. Vous avez ici la mortalité dans les différentes études, selon que vous avez été tiré au sort dans le groupe plutôt faible volume ou fort volume. Vous voyez, dans cette étude, mortalité plus faible dans faible volume. Je saute cette étude, j'y reviendrai. Dans cette étude, mortalité plus faible dans le groupe faible volume. Dans cette étude, mortalité plus faible. Dans cette étude, mortalité plus faible. Quand on regarde les volumes administrés, vous voyez que les volumes administrés, on est autour là, de 0,5 litres dans le groupe restrictif, 2 litres dans le groupe libéral.
3 litres, 2 litres, 3 litres, 3, il n'y a pas de grande différence. 1, 6, 2, 9, 2, 3, 5. Dans la seule étude où il y a une différence en défaveur du groupe restrictif, regardez les volumes administrés. 6 litres 2, donc dans le groupe restrictif, le volume administré est supérieur au volume qui a été reçu dans les autres études où les malades étaient randomisés dans le groupe libéral. Donc je pense qu'il y a une conjonction d'arguments pour dire que probablement on remplit les malades trop tard, on remplit les malades trop. Il y a finalement relativement peu d'études qui ont, dans des conditions qui nous concernent, parce que c'est comme ça qu'on travaille, qui ont vraiment testé deux stratégies. J'ai trouvé cette étude récente d'intensive care médecine. Le malade, il est hypotendu, avec une pression artérielle systolique inférieure à 100. Il reçoit 1 litre. Okay. Et puis là, ils sont randomisés. On a assez souvent ça, c'est-à-dire que le malade, il a déjà, en préhospitalier, aux urgences hospitalières, reçu 1 litre ou 1 litre 5. Et puis là, les malades sont randomisés. Ils sont randomisés, en gros, on va introduire les vasopresseurs précocement et on va être économe en remplissage vasculaire versus on va mettre une deuxième couche de remplissage vasculaire. Et puis après, on va regarder l'évolution. Donc c'est des petits effectifs, hein, donc, mais c'est intéressant, je trouve, dans le dessin de l'étude, parce qu'il y a à peu près 50 malades par bras. Effectivement, donc, dans le bras restrictif, ils reçoivent moins de volume, vous voyez, hein, c'est significatif. Et effectivement, ils reçoivent plus de vasopresseurs. Ils reçoivent globalement plus de vasopresseurs et ils reçoivent des vasopresseurs pendant plus longtemps. Et quand on regarde le résultat en termes de mortalité, en termes de durée de séjour, en termes de fonction rénale, eh bien, il n'y a pas de différence significative entre les deux bras. Ça veut dire que probablement, on peut avoir une politique assez restrictive, modulo une première dose de remplissage vasculaire. Une petite remarque au passage, la recommandation de la Severe Sepsis Campaign de dire 30 ml/kg, ça repose sur pas grand-chose. On sait que notre case mix de malades change, qu'on a de plus en plus de malades âgés. Moi, je pense que 30 ml/kg comme ça à l'aveugle, c'est probablement trop. Je pense qu'il faudrait probablement le revoir à la baisse, singulièrement chez les patients qui ont une cardiopathie sous-jacente et bien sûr chez les personnes âgées. Et puis, ce papier qui confirme, et c'est dans des conditions un peu différentes, c'est en Afrique, c'est beaucoup du paludisme, qui montre que globalement, là, on peut renvoyer dos à dos l'albumine et saline, eh bien, ça aggrave le pronostic, que ce soit à 2 jours ou à 4 semaines, par rapport à des enfants qui n'ont pas reçu de bolus de remplissage vasculaire, ce qui va dans le sens de, il faut probablement être économe de remplissage vasculaire au-delà des toutes premières heures. Donc en conclusion, sur effets secondaires des produits, je pense que le premier effet, c'est de les utiliser correctement, c'est-à-dire de les utiliser précocement. Attention à la surcharge, donc il faut regarder les volumes cumulés, il faut regarder la balance hydrique des malades. Est-ce qu'il y a une place pour les colloïdes à la phase initiale? Je suis d'accord que la question reste posée, mais évidemment c'est à la phase initiale et ce n'est pas dans les jours qui suivent. On ne comprend pas très bien la justification d'aller continuer à administrer des colloïdes, sauf si c'est dans une autre logique, en particulier de l'albumine. Et puis, il n'y a pas de bénéfice documenté de solutions balancées, pour autant que l'on utilise effectivement des faibles volumes. La fameuse acidose hyperchlorémique de dilution, elle a été rapportée chez des malades qui avaient reçu genre 6 litres de solution saline en 4 ou 6 heures. À partir du moment où vous utilisez des volumes raisonnables, la question devient beaucoup moins pertinente. Je vous remercie.